me down again. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire Wake Up Your Audience organisé par The Metrics Factory. The Metrics Factory, pour ceux qui ne connaîtraient pas, on est une agence spécialisée dans l'analyse des réseaux sociaux. On a développé notre propre technologie pour analyser toutes les plateformes, incluant Twitch, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, et qui nous permet de comprendre tout ce qui s'y passe, d'analyser à la fois la photo, la vidéo, en plus du texte et du son. On fait ça pour des directions communication et marketing, pour aider les marques à comprendre le comportement de leurs consommateurs, mettre en place des dispositifs d'influence data-driven et évaluer les performances de leurs dispositifs. On organise ces webinaires une fois par trimestre, comme vous le savez certainement si vous êtes ici, avec toujours des thématiques d'actualité. Aujourd'hui, on va s'intéresser au GP Explorer, événement majeur de la Creator Economy, troisième édition et dernière, puisque ça s'appelait The Last Race, qui a eu lieu il y a quelques semaines et qui a, comme on dit, cassé Internet. Énormément de bruit généré, on va le voir en chiffres, des retombées sur tous les médias et à l'international, et surtout une véritable plateforme pour les marques. Beaucoup de marques étaient engagées sur l'événement, sponsors, partenaires, namers. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de passer 1 heure ensemble avec un programme assez chargé, puisqu'on va avoir d'abord une étude exclusive présentée par Clément Geoffrin, qui est consultant senior chez The Metrics Factory. On a traqué et analysé toutes les retombées liées à l'événement. On va vous présenter aujourd'hui uniquement les chiffres clés, les grands enseignements qu'on a eus à partir de cette étude. Et ensuite, on laissera la place à des témoignages d'annonceurs, donc de marques, qui ont pu participer et s'adosser à l'événement. L'objectif, ça va être de comprendre pourquoi ils se sont adossés au GP Explorer, comment ils ont fait pour mettre en place une stratégie, quel retour d'expérience ils ont, et que vous puissiez, tout à chacun, capitaliser sur leurs enseignements. On va avoir la chance d'avoir aujourd'hui 3 invités. On va avoir Victor Fresson d'Alpine Cars, qui était donc partenaire et namer d'une écurie. On va avoir également Dan de la marque Scott. Et on finira avec Jonathan de chez Ubisoft, qui vous en dira également plus sur le dispositif. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser au fil de la présentation. Le chat est fait pour ça, que vous soyez sur LinkedIn, sur YouTube ou sur Twitch. On est en live sur les 3 plateformes. Posez vos questions en commentaire ou sur le chat. On va se faire un devoir de synthétiser ces questions et on aura un moment de Q&A à la fin avec tous les invités. Donc, vous pourrez leur poser vos questions directement et avoir leurs réponses. Donc, voilà pour le programme du jour. Comme je le disais, 1 heure passée ensemble, assez chargée, avec toujours l'enjeu, l'objectif, la volonté de vous donner le maximum de valeur, le maximum d'enseignement, en partant de la data, donc avec des chiffres, mais aussi avec des retours d'annonceurs et des conseillers opérationnels. Je vois que vous êtes déjà un certain nombre à vous connecter, à être en ligne. Donc, sans plus tarder, on va commencer dès maintenant avec la première intervention qui est celle donc de Clément, qui va vous présenter nos chiffres, notre étude sur le GP Explorer 3.
Merci Quentin, bonjour à tous. Effectivement, donc étude sur, le GP Explorer, donc sur tout ce qu'on a pu, collecter grâce à nos différents, outils, chez The Matrix Factory. Donc comme, l'évoquait Quentin, un événement, clé de la creator economy, en France pour cette année, 2025 avec des chiffres très impressionnants. Si vous participez à ce webinaire, vous avez peut-être vu notre infographie, partagée avec, J'ai un pote dans la com. On avait déjà des chiffres qui étaient très impressionnants, dès le lendemain en fait, du GP Explorer sur le week-end. Mais avec la mise à jour, des contenus et un scope un peu étendu, par la suite, on a des chiffres qui ont plus que doublé, par la suite. Donc voilà ce que ça nous donne en termes de résultats. On est à plus de 140 000 contenus, qui ont été publiés en lien avec ce GP Explorer, plus de 200 millions d'engagements, 3 milliards d'impressions, sur les différentes plateformes et plus de 30 millions d'euros de valorisation. Donc, en valorisation, si vous voulez, publicitaire, heu, sur les réseaux sociaux, pour cet événement, ce qui est vraiment considérable, à l'échelle française pour un événement de créateurs, tout simplement. Si on regarde également la plateforme Twitch, donc qui était la plateforme de diffusion de cet événement, on a également des chiffres qui sont tout simplement records avec, les pics de viewers, donc de spectateurs pour un stream en France. Pour le streamer Squeezie, donc qui a atteint 1,4 million de personnes. On est à plus de 33 millions de vues générées sur, les lives de diffusion, parce qu'on avait Squeezie pour la France, mais on avait eBay pour l'Espagne et Asanabi pour, tout ce qui était, live anglophone. Ils ont eu des perfs un peu moindres sur ces lives internationaux comparés à ce qu'ils peuvent faire sur des grands événements comme eBay avec un événement box qui a le record sur Twitch au niveau mondial. On est quand même sur des performances, extrêmement importantes, sur tout ce week-end. Ce qui est intéressant notamment, c'est, les plus de 475 000 personnes qui étaient, en moyenne présentes devant ce live, ce qui montre qu'il y a eu une attention tout au long du week-end, pour cet événement. C'est ce qu'on va retrouver ici, donc avec ces graphiques qui vous montrent l'évolution en fait des viewers, selon les 2 jours, de live et selon les différents événements qui ont pu avoir lieu, pendant le GP Explorer. Donc ce qu'on va retrouver évidemment, c'est des temps forts liés aux différentes courses, les phases de qualification, la course des légendes aussi qui était une surprise, de l'organisation. Et également, donc il y a eu tout un tas d'happenings de différentes marques, je pense à Alpine, à Lego, qui ont pu faire pas mal de choses sur ce GP et ce qui a permis de garder tout simplement, l'audience en haleine avec, l'apothéose le dimanche soir avec, la course de F4 qui était en plus très intéressante à suivre et un peu tout le dénouement derrière, le podium, ce genre de choses qui a permis, d'atteindre le pic, et le record en France sur Twitch. Également, si on s'intéresse à la communication au global sur cet événement, on voit en fait que ça a pas été juste du one shot sur, le mois d'octobre. Là, on est vraiment sur un événement qui a été annoncé, depuis, le mois de mai, avec une prise de communication, tout au long de l'année. Donc avec un premier live de Squeezie en mai pour annoncer le GP Explorer. En juin, on avait, la présentation des voitures, l'annonce de l'équipe mystère. En juillet, la présentation du merchandising, plus d'informations sur, l'accueil des spectateurs et à partir de septembre, là, ça a vraiment, décollé en termes d'activité, de communication tout simplement en lien avec cet événement. Avec le trailer de l'événement qui a eu une très forte résonance sur les réseaux sociaux et qui a été, salué, pour la qualité de la production. Et à l'international notamment qui a été, beaucoup, repartagé et le teasing de l'album qui était également une surprise, de cette édition avec un album donc, produit par le rappeur SCH et avec un line-up qui était assez relevé, pour cet événement. Et en octobre, on a eu donc début octobre le lancement de l'album, qui a le deuxième meilleur lancement sur Spotify derrière un album de Taylor Swift, ce qui montre quand même, l'impact, de la creator economy, sur ce type de plateforme. Et après évidemment donc, l'événement qu'on connaît tous, donc le GP Explorer en tant que tel, qui a eu lieu sur le mois d'octobre. En termes de contenus les plus performants, on va retrouver, 2 posts de Squeezie.
Vous le verrez par la suite, mais Squeezie est vraiment, assez logiquement le créateur clé pour cet événement. Et là, en termes de top posts, on va retrouver donc, 2 contenus qui ont été faits en amont du GP, avec à gauche donc, un premier post qui inclut en fait tous les pilotes. C'est pour ça qu'on va retrouver ces statistiques, les plus fortes avec 1,6 million d'engagements sur un seul post, ce qui en fait le top post en engagement. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va voir, on va évoquer pas mal les marques par la suite. On a des marques en fait qui sont associées à l'année sur ce circuit, Bugatti. Je pense à Michelin, une équipe qu'on accompagne à l'année qui a eu une forte visibilité, sur ce GP et qu'on voit notamment ici avec, le ranking tower qui est quelque chose, en fait, emblématique, des 24 heures du Mans, de ce circuit des 24 heures du Mans, qui a donc été fortement mis en avant durant ce GP. Et en autre contenu, on va retrouver donc le trailer, du GP Explorer que j'évoquais juste avant, qui lui a généré plus de 16 millions de vues sur Instagram, donc également contenu en amont et qui a pu vivre plus longtemps, sur les réseaux. Heu et heu et une forte exposition justement en lien avec cette hype qui montait avec le GP Explorer. Si on regarde en plus, enfin, plus sur la partie chiffrée, ensuite, on a regardé nous un peu les performances sur les espaces des différents pilotes pour, tant en termes de visibilité, donc en impressions, vues générées et en termes d'engagement. Donc j'évoquais Squeezie, on voit très bien qu'il est hors norme en termes de performance, parce que même en supprimant les live Twitch, on a plus de 240 millions de visibilité générée sur ces espaces. Et ensuite, on va retrouver, les différents, pilotes. À noter qu'on a, 3 pilotes féminines donc qui vont suivre derrière avec des performances qui ont été très, très importantes, notamment la créatrice, québécoise Cocotte qui a des performances très fortes sur ses réseaux, notamment avec une stratégie en amont du GP avec, beaucoup de shorts sur YouTube où elle est extrêmement performante sur cette plateforme-là. Et les pilotes donc, au total ont généré plus de 21 de l'engagement de l'événement et 16 de la visibilité, pour cette, 3e édition du GP Explorer. Ensuite, on s'est intéressé à la vision par écurie. Donc là, on a additionné tout simplement les 2 pilotes de chaque équipe et la marque ou les marques partenaires à chaque fois. Donc on va encore retrouver, l'écurie Netflix, boostée par, Squeezie, tout simplement parce que, le streamer Amine qui était associé a eu un impact un peu moindre avec beaucoup moins de contenu publié sur ses réseaux. Ensuite, on va retrouver, l'écurie Sol de Janeiro avec Magla et Léa et lui qui étaient très bien positionnés en termes de pilotes sur la série précédente et Arborian avec, la créatrice Cocotte que je viens d'évoquer, qui a été extrêmement performante. En termes d'écurie, on en a 2 qui sont un peu, en deçà, ça va être Cupra et The Crew Motorfest. Mais ça, on peut l'expliquer tout simplement par le profil des pilotes qui étaient donc, exclusivement des pilotes, internationaux et à chaque fois, on en avait un sur les 2 qui était, peut-être un peu moins connu et un peu moins visible. Parce que pour Cupra, on a Carchez qui a gagné. Quand à côté on avait, Ander pardon, qui était, beaucoup moins visible et beaucoup moins connu. Et côté The Crew, on avait, Ludwig qui est connu par une partie de l'audience gaming en France et Michael Reeve qui lui était, totalement inconnu, de cette audience-là. Donc c'est pour ça qu'on peut expliquer ce type de résultat. Si on rentre dans les dispositifs de marque, donc différentes stratégies sur ce GP. Là, on va retrouver tout un tas de mascottes qui ont été mises en avant par des marques comme, Hero Cosmetics, Andros Peanuts, Nintendo, Chemas Tacos et également quelque chose que vous avez peut-être vu, mais Duolingo qui était pas partenaire d'une marque directement, mais qui a fait un partenariat avec, Aerup, qui était partenaire d'une écurie et qui a pu être présent, du coup sur ce GP. Sachant qu'on sait que la mascotte, de Duolingo est un item très fort en termes de marque et très présent sur les réseaux sociaux, avec pas mal de coups qui ont très bien fonctionné, ces derniers temps. Autre stratégie, on a l'incarnation de la marque. Là, on a 2 cas avec, Andros Peanuts et l'influenceur L'écureuil curieux. En fait, il lui avait lancé des défis en lien avec le GP Explorer, donc il a dû venir en faisant du stop, notamment en faisant la promotion des produits de la marque ou alors en allant, voir, des spectateurs, dans le camping, pour partager un petit déjeuner avec eux.
Donc vraiment, on avait une intégration des produits, dans ce GP Explorer. Et côté Netflix, on avait l'association, à l'influenceur Félix Junier qui faisait office de super fan et qui permettait en fait de montrer un peu les coulisses, de montrer en fait de vivre cet événement, sans être sur place, d'aller au contact des spectateurs, tenter des infiltrations et montrer un peu l'émotion, à la fin du GP. En termes de marque vraiment qui ressort, pour nous, c'est la marque, Lego qu'on a vraiment vu dans énormément de contenu sur ce GP, notamment avec la McLaren, Lego qui était présente sur leur stand. Ils ont également et bénéficié, d'un happening pendant le GP avec une voiture Lego qui a roulé, sur le circuit. Quelque chose qui était pas mal partagé et encore plus au niveau des influenceurs. On a, la voiture qui était présente donc au niveau des stands et certains influenceurs avaient accès pendant certains moments à cet espace et ont pu partager la voiture avec les différents bonhommes à côté qui étaient, recréés en Lego également et après ils avaient une loge où ils ont pu inviter différents, influenceurs. Au niveau, d'Alpine, donc Victor pourra vous l'évoquer par la suite plus en détail, mais donc il y a tout un dispositif avec tout le passif motorsport de la marque avec, un prototype, une voiture de WEC et une Formule 1 qui sont venus faire le show, sur ce GP Explorer. Aussi, des tours de piste qui ont été faits en alpine par, de nombreux influenceurs pendant le week-end et enfin le partenariat avec Gentlemate avec la voiture aux couleurs de l'équipe e-sport qui a également été un contenu, très fortement partagé, en UGC, durant ce GP. Autre marque automobile, on a la marque Cupra qui, elle, a fait des choix différents en s'associant plus donc aux concerts de musique qui avaient lieu donc, sur le GP. En étant aussi partenaire un peu de la mobilité de certains influenceurs qui étaient invités et qui partageaient du coup des stories mettant en avant, la voiture ou la mobilité, depuis leur hôtel vers le GP et enfin ils étaient partenaires des voitures officielles, donc ils ont pu faire des tours de leading car, de safety car et autres, aux influenceurs tout simplement qu'ils avaient pu inviter sur, cet événement. Dans les dispositifs de marque, il y avait évidemment un espace important qui était le village avec toutes les marques présentes. Donc en termes d'UGC, nous ce qu'on a vu le plus, donc j'évoquais la marque, Lego, donc voilà, c'est la McLaren qu'on a pu voir ici. En second, on a vu, beaucoup la voiture, Gentlemate. On a retrouvé ensuite, une marque que vous connaissez peut-être pas, mais qui est SpaceFox, qui est en fait une marque du créateur, youtubeur, Amixem, très dédié à tout ce qui est, espace, ce genre de choses et qui avait fait le choix de créer une voiture, futuriste en mode vaisseau spatial. Ça, ce qui est intéressant, c'est que ces 3 éléments sont ceux qu'on a le plus vus en UGC, ce qui montre qu'il y avait un attrait très fort, en fait, d'un public qui est motorsport, qui venait chercher, de l'automobile pure, et non pas uniquement un contenu exclusif, aux créateurs de contenu, juste participer à cet événement. Donc c'est quelque chose qui est à prendre en compte sur ce type d'événement qui a vraiment une appétence pour ce genre de choses. Et ensuite, on a des marques plus de créateurs, là encore, qui vont ressortir avec Pizza Della Mamma, la marque de Mister V, ou Ciao Kombucha, la marque de Squeezie, qui ont été, fortement partagées, par les fans sur place. En autre dispositif, notable, plus rapidement, donc on avait, le tour le plus rapide par Boursorama avec un habillage dédié, sur le live Twitch, à chaque fois qu'il y avait un nouveau record qui était battu. On a les petits déjeuners, collaboration entre la marque Iborian et Instagram qui avait invité, une multitude, d'influenceurs durant ce week-end. On a également la marque Etam qui avait, mis en place un fan club avec, 4 ou 5 influenceuses qui étaient là pour, soutenir, Magla et Léa et lui, sur ce GP et la marque Wilkinson qui était, partenaire, du happening surprise, de la Race of Legends avec présence donc sur les tenues des pilotes et sur les voitures. Et pour finir sur 2 slides, donc on a eu évidemment beaucoup de mise en avant de produits sur ce GP. Ça a été particulièrement fait au niveau donc des influenceurs. Il y en a eu, des centaines, nous qu'on a pu identifier sur ce GP et qu'on a suivi.
et qui ont très fortement partagé des contenus, principalement sur tout ce qui était marque de cosmétiques et de parfums, comme on peut retrouver ici, avec du Sol de Janeiro, Herborian, Hero Cosmétiques, Dexeril ou Azzaro Parfum, avec des produits bien mis en avant par les influenceurs. Et pour finir, je reviens sur la marque Chao Kombucha parce que c'est vraiment une marque qu'on a vue très fortement sur ce GP, qui a eu une très forte promotion via tous les influenceurs qui étaient présents et qui en fait, même sans être forcément activés par la marque pour en faire la promotion, étant donné qu'il y a eu un effet un peu de pénurie en fait au départ du lancement de cette marque, avec un effet un peu de rareté. Il y a pas mal d'influenceurs qui ont spontanément voulu repartager ce contenu pour montrer: «Regardez, on a pu s'en procurer, on a pu faire une dégustation à cette occasion», mettre en avant la marque. On a vu, des pilotes comme Catsup et Anna ici, consommer du Chao Kombucha, et également le public sur place qui, dès qu'il y avait des distributeurs, les ont pris en photo pour, montrer en fait, «Regardez, j'étais à un endroit où il y avait du Chao Kombucha, j'ai pu, voir cette boisson», la boisson dont tout le monde parle. Ce qui a créé une vraie hype encore plus importante autour de cette boisson. Sachant qu'il y avait eu également une édition spéciale, alors je suis pas sûr que ce soit celle-ci qui est affichée sur ces stories-là, mais il y avait une édition spéciale GP Explorer, donc avec tout un marketing en plus autour de cette boisson, donc qui a pu bénéficier, à la marque, tout simplement de Squeezie, sur ce GP. Donc voilà quelques exemples de marques qu'on a pu vous mettre en avant. Alors on pourrait parler des heures étant donné qu'il y a plus d'une cinquantaine de marques et énormément d'influenceurs et de contenus traqués. Mais voici ce qu'on voulait, vous partager, sur ce webinaire. Top. Et ben, un grand merci à Clément et à toute l'équipe de The Metrics Factory pour le partage de cette étude. On va avancer maintenant avec les témoignages de marque avec nos 3 invités, en commençant par Victor, de responsable sponsoring chez Alpine Cars, qui malheureusement a eu un empêchement, une urgence à gérer ce matin. On a quand même pu clipper, enregistrer son interview hier, et donc on va vous le diffuser dès à présent pour que vous puissiez avoir le retour d'expérience de Victor. Et ensuite, n'oubliez pas, on aura donc Dan de Scott et Jonathan d'Ubisoft. Bonjour Victor. Salut Quentin. Merci d'être avec nous, même si tu as eu une petite urgence, tu n'as pas pu être dispo en live, mais merci de prendre ce temps pour nous partager tout de même ton retour d'expérience. Est-ce que déjà tu peux commencer par te présenter? Oui, avec plaisir. Merci à toi déjà pour l'invitation et la flexibilité, effectivement. Moi, ça fait 1 an que je suis responsable sponsoring chez Alpine. Alpine Cars, puisqu'on différencie chez Alpine la Formule 1, notre écurie qui est basée au UK, l'Alpine Racing, qui est notre écurie qui participe au WEC, au championnat du monde d'endurance, avec notamment les 24 heures du Mans, et Alpine Cars, qui est la marque commerciale qui produit et commercialise des voitures de série. Donc je suis responsable sponsoring depuis 1 an chez Alpine Cars, avec dans mon périmètre la gestion des partenariats globaux, donc au niveau international, avec le MotoGP où on est partenaire de Pramac Racing Team, le Padel où on est partenaire de plusieurs joueurs internationaux, l'Alpine Paris Major, un des 4 majeurs de Padel, organisé à Roland-Garros en septembre, et aussi une partie e-sport dans lequel on retrouve un partenariat avec Gentlemates et ce projet spécifique qui est le GP Explorer. Et ben justement, venons-en au fait. Tu le sais, c'est le thème du jour. Pourquoi vous avez décidé de vous adosser au GP Explorer? Alors, il y a une histoire depuis le début entre le GP Explorer et Alpine, puisqu'on a été partenaire des 2 premières éditions, en 2022 et 2023. Donc, c'était assez naturel pour nous, particulièrement en 2025, où le GP Explorer Squeezie avait d'emblée annoncé que ça serait la dernière sur ce format. D'être partenaire de cette dernière édition pour boucler la boucle. Il y avait une histoire à raconter encore et à terminer ensemble. Donc c'est ce qu'on a fait. En plus, on est une marque endémique dans le milieu du sport auto, parce qu'on y est très présent avec la F1 et le WEC, comme je le disais auparavant. On est la seule marque française engagée en F1.
Donc c'était logique pour nous d'être présents sur le GP Explorer. Et puis en plus de ça, c'est évidemment une audience qui nous intéresse, qui est une audience. Alors clairement, c'est un objectif d'image à travers ce partenariat-là, parce que c'est pas forcément une audience qui va immédiatement acheter une Alpine en concession à la sortie de l'événement, mais on est là pour aussi faire aimer la marque à un public un peu plus jeune, potentiel acheteur dans plusieurs années. Ok, très clair pour le cadre stratégique. Comment ça s'est fait d'un point de vue peut-être plus opérationnel? Comment ça s'est déroulé entre les grandes étapes, entre l'idée de se dire on nous a pitché le GP, on va s'y adosser, et le jour J? La première étape, ça a été la négo, pas la plus facile. Je pense que moi, les autres partenaires pourront témoigner, et après c'est le jeu aussi, mais le GP, les équipes du GP Explorer étaient très exigeantes sur cette dernière année, avec un événement qui s'appuyait déjà sur des chiffres très forts, très impressionnants des 2 premières éditions, et qui avait vocation à aller encore plus loin, avec un événement sur 3 jours, une diffusion internationale. Donc forcément, il y avait une ambition à tout niveau. Donc cette partie-là a été longue, d'autant plus pour Alpine, puisque la directrice du GP Explorer chez Bump est une ancienne d'Alpine, donc qui connaît bien la maison. Donc c'était d'autant plus long et fastidieux, mais on a abouti à un accord qui a arrangé les 2 parties. Donc c'était très bien, et on était parti pour raconter la fin de l'histoire en 2025. Après, d'un point de vue opérationnel et activation, nous, on avait l'ambition de faire le plus simple possible, en capitalisant beaucoup sur nos assets internes. Donc, avec notre capacité à mobiliser une Formule 1, une voiture d'endurance, tous nos assets sport auto, avec notamment la piste bleue au Mans, qui est un bâtiment qui appartient à Alpine, et on a 20 jours par an un droit d'accès exclusif au circuit du Bugatti, où on invite et on commercialise aussi des packs à nos clients pour les faire vivre une expérience sur le circuit en AS110. Donc ça, on a aussi capitalisé dessus, parce qu'on a invité nos pilotes qui nous représentaient à vivre cette expérience. Donc ça a été assez simple. On n'est pas allé chercher une idée exceptionnelle. On a capitalisé sur nos assets sport auto. Et le deuxième aspect qui a rendu les choses assez simples, c'est qu'il y a beaucoup de contenus qui sont créés directement par le GP Explorer et les pilotes à laquelle on s'est associé. Donc il y a beaucoup de choses où on a un rôle de validation, mais pas forcément de création. Et ça, c'est intéressant, parce que c'est aussi eux qui ont tous les codes du milieu de l'influence, des créateurs de contenu, qui parlent le mieux à l'audience du GP Explorer, très présente sur Twitch. Donc il y a beaucoup de choses qu'on leur laisse entre les mains, où on leur fait confiance. On a, nous, le rôle de valideur, mais toute l'idée créative est chez eux. Ok. Ouais, on comprend, vous avez fait beaucoup de choses, en misant sur vos assets, tu l'as dit, en restant très en lien avec votre écosystème, votre univers de marque. Comment ça a pris forme? Est-ce qu'il y a eu de l'amplification? Est-ce qu'il y a eu d'autres leviers? On le sait, vous avez fait beaucoup de choses pendant l'événement, mais est-ce que tu peux nous parler un peu tout ce qui a été fait, que ce soit pendant l'événement ou même d'un point de vue communication 360? Nous, ce qui était important d'emblée, c'était de créer du lien avec notre duo de pilotes. Donc déjà, on a pris le parti pour cette année d'avoir un duo de pilotes 100% féminin, pour sortir du lot et avoir une histoire à raconter aussi autour de ça. 2 pilotes qui connaissent le GP Explorer et qui avaient participé aux éditions précédentes, donc Katsup et Anna Honner, qui avaient aussi des chances de bien performer le jour de l'événement, parce qu'on en parle presque très peu au final sur le GP Explorer, mais le résultat sportif a aussi son impact et son importance dans la visibilité de la marque. Donc là, on avait à la fois un duo de pilotes féminin, ce qui était en tout cas une des seules équipes dans ce cas-là. Elles étaient que 6 femmes, je crois, sur 24 pilotes, et en plus avec des bonnes chances de performance. Donc ça, pour nous, c'était le bon mix. On a
créer du lien avec les filles comme je disais, en les invitant notamment à la piste bleue et à découvrir la marque, nos véhicules de série et à vivre l'expérience alpine. On les a invités aux 24 heures du Mans en juin, sur l'Alpine Paris Major à Roland-Garros de paddle. Donc, et dans tous ces environnements-là, elles ont créé du contenu avec la marque, elles ont raconté l'histoire elles-mêmes sur leur réseau, et tout ça en organique parce que c'est pas quelque chose qui est mandatory dans le contrat de partenariat entre Alpine et le GP Explorer. Il n'y a pas de contrat directement entre Alpine et les créatrices de contenu. Donc tout ça, en fait, elles l'ont fait assez naturellement, par plaisir et de manière complètement non officielle. Donc ça, c'était intéressant. Et en fait, c'est comme ça qu'on raconte, qu'on crée le storytelling entre la marque et les deux pilotes. Donc ça, c'était le premier point. Et le deuxième, ensuite, c'était donc sur place, les activations qu'on a mis en place. Ça a été de faire rouler donc le samedi. Ça a été Alpenglow, qui est notre prototype d'hypercar à hydrogène, et A424, qui est notre voiture d'endurance. Donc on fait le show pendant 10 minutes sur la piste. Donc ça a déjà bien marqué les esprits le samedi. Et le dimanche, en plus de retrouver Alpenglow et A424, on a eu la F1 qui a fait son tour de piste également, et ses donuts pour assurer le spectacle, et qui a fait aussi grand bruit sur les réseaux. Donc ça, c'était un peu nos deux axes d'activation principaux. Et ensuite, sur place, pour amplifier tout ça, on a mis en place une équipe de production pour créer du contenu en direct sur les réseaux Alpine Cars pendant le week-end. Et c'est également un contenu qu'on mettait à disposition des influenceurs, puisque notre stratégie sur la partie hospitalité, où on avait une loge de 30 invités par jour, a été d'inviter quasiment uniquement des influenceurs sur les 3 jours d'événement. Ok, donc ouais, hyper intéressant. Je retiens un peu deux choses qui m'ont marqué là en t'écoutant. D'une part, un travail dans la durée, parce que tu disais que notamment avec les deux pilotes, avec Catsup, etc., vous les avez invités au Mans en juin, au padel, etc., donc dans la durée. Et l'autre point, c'est que vous faites le lien avec tous vos autres partenariats, quoi, si je comprends bien. On essaye au maximum de croiser les univers, comme on le fait aussi avec Pierre Gasly, notre pilote de F1, qui aime beaucoup le paddle, qui investit dans le paddle. Et il était là aussi à l'Alpine Paris Major. On mise beaucoup là-dessus, sur notre ADN sport auto, mais aussi de croiser nos univers avec notamment le paddle sur lequel on est présent. Donc ça, c'est vachement important chez nous. Ouais. Ok. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à une marque là, qui nous regarderait et peut-être qui souhaiterait se positionner soit sur le GP Explorer, soit sur d'autres événements de la Creator Economy, soit un dispositif de sponsoring comme ça un peu innovant, on dira. Est-ce que tu aurais un conseil à donner fort de, je dirais, ces 3 éditions faites par Alpine ou au moins de la dernière, un retour d'expérience à partager? Le premier, si on reste vraiment sur le GP Explorer et potentiellement, on ne sait pas exactement quel sera le format, mais ils parlent d'une création d'une ligue pour les années futures. Moi, ce que je retiens, c'est qu'on a bien fait d'être partenaire titre d'une écurie, parce que je trouve que c'est le partenariat qui ressort le mieux, parce qu'on nomme l'équipe, donc on nomme la marque. Et surtout, et on le voit à travers l'étude que vous avez faite et les marques les plus citées lors de l'événement. Donc je crois que c'était en premier Durex, nous en deuxième et Netflix en 3, qui sont 3 partenariats titres. Donc il y a globalement de meilleures retombées pour ces marques-là, VS les partenaires de l'événement ou les partenaires secondaires et tertiaires des écuries. Ça, c'est la première chose. Et après, sur la deuxième, c'est vraiment le storytelling et le lien qui est créé avec les créateurs de contenu. Il faut créer un lien qui permette et faire confiance aux créateurs de contenu
pour que lui soit force de proposition et intègre naturellement la marque dans sa ligne éditoriale, les contenus qu'il va créer. Et il faut trouver ce lien-là. Parce que si c'est un peu difficile et si c'est pas naturel, l'intégration de la marque dans les contenus du créateur de contenu, les messages auront moins d'impact, il y aura moins de réactions positives sur les réseaux. Donc je pense qu'il faut créer ce lien-là qui est à la fois de l'humain et aussi du marketing pur et dur. Mais il faut faire confiance aux créateurs de contenu pour intégrer la marque à sa juste valeur. Ouais, effectivement, c'est vrai que c'est un mot d'ordre qu'on retrouve souvent même dans les collaborations avec des influenceurs au sens large, hein, pas seulement dans ces événements. Mais du coup, ravi de te l'entendre dire. Victor, merci beaucoup de t'être prêté à l'exercice. Merci pour la transparence et le partage de tous ces éléments. On te souhaite bonne continuation et on va vite accueillir notre prochain invité. Avec plaisir. Bonne continuation à vous aussi. Merci. Parfait. Eh bien, c'était le témoignage de Victor d'Alpine. On va enchaîner tout de suite avec Dan de la marque Scott. Bonjour. Bonjour Dan, merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Dan, est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter, s'il te plaît? Bien sûr. Donc, je suis le directeur marketing et communication et également je gère toutes les collaborations de la marque Shot et pas Scott. Ah, pardon. Je te corrige immédiatement que j'éduque beaucoup de gens à ce sujet très régulièrement. T'inquiète pas, t'es pas le premier à faire l'erreur. On dit Shot et pas Scott. Donc voilà, de la filiale européenne de la marque. On est les distributeurs et licenciés exclusifs de la marque Shot en Europe. Et voilà, je fais ça depuis 8 ans. Ok, super. Je vais m'appliquer à dire Shot. Du coup, ma première question, c'est pourquoi, justement, en tant que de marque de prêt-à-porter, comment le lien est venu? Pourquoi vous avez décidé de vous adosser au GP Explorer? On l'a entendu, Alpine, c'était assez logique parce que voiture, compétition automobile, c'était peut-être moins naturel pour vous. Comment ça s'est fait? Alors, ça s'est fait à l'occasion du GP2, donc il y a 2 ans, puisque je connaissais, on va dire, personnellement Mister V, qui était venu au bureau dans le cadre d'un rendez-vous classique, je dirais. Et il était en train de lancer Pizza Della Mama. Et je lui avais signifié que s'il était intéressé pour développer du merchandising autour de la marque Della Mama, nous, on était habitués à faire ce genre de choses. Donc, je pense qu'il la garde en tête, mais en fait, il est en plein dans le développement de ses partenariats pour le GP2. Et du coup, j'ai reçu un appel une semaine plus tard de sa manager qui m'a dit qu'il voulait qu'on soit partenaire, sponsor de son écurie. Donc, pour nous, évidemment, c'était une super opportunité. Habituellement, j'ai pas du tout le type de budget qu'une marque comme Alp peut avoir pour ce genre de collaboration, je dirais. Mais là, pour le coup, je sais que c'était quelque chose qu'il fallait pas louper. Et surtout, à l'époque, Bump, notamment, avait fait beaucoup d'efforts financiers pour nous permettre de devenir un partenaire de e-league, sachant que le talent là, voulait absolument qu'on soit là. Et je pense que Bump considérait également qu'on était une marque plutôt cool. Donc, c'était pas mal pour leur paysage de marque globale de nous avoir. Et on avait développé du merchandising également avec Mister V à cette occasion. Donc, du coup, voilà. Et là, pour le GP3, ils nous ont rappelé Bump. Voilà. Je ne sais pas si j'ai mené le même type de négociation que, encore une fois, que Alpine ou d'autres partenaires. Nous, on était partenaires secondaires. Mais on est très, très contents de tout ce qui s'est passé, quoi. Voilà. Ok, super. Oui, justement, on va rentrer un peu dans le détail, puisque donc, tu l'as dit, vous étiez partenaire secondaire d'une écurie, de l'écurie de Mister V. Vous avez... Voilà. Ici. Ouais, exactement. Ok. Ici, devant là. On voit les logos. Il me semble aussi que vous avez fait une édition limitée de vos vestes iconiques. Est-ce que tu peux justement nous en dire plus sur le dispositif au total et comment ça s'est passé, comment ça s'est mis en place? Donc là, on a compris que tout vient de l'idée du créateur finalement, tout vient de la relation avec Mister V. Mais voilà, sur cette dernière édition, quelles ont été un peu les grandes étapes? Qu'est-ce que vous avez mis en place et comment ça s'est fait? Alors, effectivement, contrairement à la seconde édition à laquelle on a participé, cette fois-ci,
j'ai pas du tout eu de lien direct avec Yvick, donc avec Mister V. C'est juste qu'on m'a proposé du coup de rejoindre à nouveau cette écurie-là et je trouvais ça intéressant pour qu'il y ait évidemment une continuité. Et puis en plus, il est avec Pelka que je connais aussi, que j'ai déjà reçu, enfin bref, que j'ai déjà gifté à travers ça. Donc ça faisait du sens qu'on soit partenaire de cette écurie. Donc, à part le partenariat basique, je dirais d'être donc partenaire secondaire et d'avoir son logo qui apparaît sur la voiture et sur tout ce qui est lié, on va dire, à l'écurie, on avait un stand de vente. Donc ça faisait partie du deal. On avait un stand de vente sur lequel on vendait des bombers, je dirais, classiques. Notre bomber CWU, donc avec le scratch et le col. Et j'ai décidé en fait de développer des scratchs en accord avec Bump, évidemment, et avec Squeezie directement. Parce qu'il faut savoir que Squeezie valide tout. C'est vraiment lui qui décide des approbations aussi de tout le merchandising qui va sortir. Donc il a validé le fait qu'on fasse des bombers avec des scratchs personnalisés. Donc GP Explorer et The Last Race, et j'ai aussi soumis l'idée qu'on ramène une presse à chaud pour faire, comme sur un maillot de football, en fait, de floquer en live ou pas, pour les gens, le logo du GP et de The Last Race, et ça a beaucoup plu. Et en fait, il y a eu une troisième donnée qui est arrivée en cours de route, et une idée à laquelle on a réfléchi simultanément avec Bump, je dirais un mois et demi avant l'événement, c'est que je leur ai dit, pourquoi je ne ferais pas un bombers à chaque pilote, sachant qu'on est le seul partenaire textile, donc ça c'est quand même un avantage énorme. On était les seuls, donc je sais que j'avais pas de concurrents, notamment dans les partenaires majeurs. Enfin, je barrais la route à personne, quoi. Donc j'aurais dit, venez, j'offre à chaque pilote un bombers avec leur nom floqué dans le dos, un numéro, le logo The Last Race, tous les scratchs, les porte-clés que j'ai développés. Et ça, ils ont validé l'idée, ils l'ont beaucoup aimé. Et en fait, ça a été une réussite totale, puisque en fait, les pilotes ont porté durant tout l'événement, quoi, parce que le temps s'y prêtait, je dirais, le climat, et parce que le produit est cool. Voilà. Ouais, trop bien. Bah là, ouais, donc ça fait le lien parce que vous êtes passé presque de sponsor à du placement de produits ou équipementier, je dirais. Ouais, Est-ce que c'est ça qui a permis de faire la visibilité? Et c'est en fait, ça a été, j'imagine, le cœur, le fait que les pilotes portent les vestes. Est-ce que en dehors de ça, tu avais un dispositif de communication spécifique pour faire rayonner votre partenariat? Je sais pas, des reprises sur vos réseaux sociaux, peut-être du paid, d'autres collaborations avec des influenceurs, un plan média dédié. Alors, plan média dédié, c'est un peu problématique puisque en fait, le GP Explorer ne permet pas aux marques de faire du paid. Je ne sais pas si ça a été mentionné avant moi, mais en fait, on n'a pas le droit de mener des campagnes publicitaires autour du GP Explorer. Ils nous l'interdisent. Donc il faut être intelligent, il faut faire de l'organique. C'est pour ça que, par contre, et c'est dans le deal, on peut mener un jeu concours, mais pareil, sans le booster à travers du paid. Donc, on a fait un jeu concours pour faire gagner des places. Donc, ça, c'est toujours plutôt cool parce que à travers le bouche à oreille, ça va assez vite pour faire du reach. Et ensuite, le dispositif de communication était, je dirais, somme toute assez classique, mais j'ai mis pas mal de gens de mon équipe sur le coup là-bas, qui étaient comme des JRI, donc journalistes, reporters d'investigation sur place, et qui avaient des accès un peu partout pour pouvoir faire des belles prises d'images. Et on essaie, en fait, je suis très fier de mon équipe parce c'était quand même très dur parce qu'il fallait poster en live, quoi. Il fallait quand même alimenter nos réseaux de façon assez régulière. Donc, ils étaient à la fois donc, sur la prise d'image et je veux dire, il fallait tourner dans l'événement, faire des captations, interviewer les gens. Et il fallait également qu'ils prennent le temps à chaque fois de monter tout de suite des vidéos ou des photos cool pour qu'on les poste pendant l'événement, quoi. Donc, ça a bien marché. On a vu, évidemment, comme tu le disais, on a tout de suite eu une vidéo qui a super bien passé. C'est celle où on montre les pilotes qui portent nos bombers, quoi. Et évidemment, là, celle-là, elle a explosé. Et juste parce que je pense que c'est une question que les gens peuvent se poser. Là, tu dis mon équipe. Donc, on comprend que c'était beaucoup de contenu organique fait en live. Enfin, grossièrement, c'était combien de personnes qui étaient mobilisées C'était mes deux assistants. Qui étaient là, donc qui jouaient le rôle encore une fois de journalistes dédiés shots. J'avais des gens qui s'occupaient du stand, évidemment, ça c'était plus une partie commerciale. Il y avait moi qui orchestrait un peu le tout et qui tournait un peu partout, quoi. Et donc j'avais mes deux assistants qui s'occupaient de faire toute
la com, mais ils ont fait un boulot monstrueux, quoi. Franchement, c'est pas à vous que je dois vous dire ça, mais je suis fier d'eux, quoi. Ils ont fait un très bon travail et c'est pas facile parce que l'événement, franchement, pour ceux qui n'ont jamais été sur le circuit, c'est quand même un lieu qui est immense, quoi. Enfin, c'est vraiment immense et surtout, il fallait vraiment qu'on active un déploiement très important parce qu'il fallait montrer tout l'envers du décor. Donc, aussi bien notre stand de vente que ce qui se passe dans les gradins, que ce qui se passe dans les paddocks, un peu plus coulisses. Donc, il fallait sans cesse être en mouvement et filmer un peu tout ce qui se passe. Donc, voilà. C'est un peu ça la com qu'on peut faire au GP, plus le stand, donc, ce qui est organique et commercial avec notre stand et encore une fois, ce que j'ai répété tout à l'heure avec les pilotes. Mais on ne peut pas faire de paid. Donc, voilà, il faut être intelligent. Et justement, sur le stand, alors, on a bien compris que ce n'était pas le cœur, je pense, du dispositif, mais est-ce que vous avez écoulé tout votre stock? Est-ce qu'il y a eu énormément de ventes? Je ne sais pas si tu peux Oui, bien sûr. Ouais. On est très satisfait des retombées commerciales de notre stand. On a fait un chiffre d'affaires qui est très intéressant. Franchement, alors évidemment, avant l'événement, je suis passé un peu par tous les sentiments où je me disais, on risque de faire sold out dès le premier jour. Je sens que ça va être un raz-de-marée. Après, tu te dis, oula, en fait, peut-être que je vois les choses en face, ça va être un flop total et en interne, je vais me faire zigouiller. Mais bon, en fait, ça s'est très bien passé. Je dirais qu'on a un pourcentage de satisfaction de 85% en termes de ventes écoulées. Donc, c'est excellent, quoi. C'est excellent. Et puis, encore une fois, on reçoit des messages encore continuellement là, sur, par exemple, nos réseaux sociaux de gens qui nous demandent si on peut les remettre en vente, quoi. Donc, parce qu'ils n'ont pas pu se rendre à l'événement ou parce qu'ils ne nous avaient pas vus là-bas. Donc, ça, j'en ai parlé à Bump, évidemment. Mais bon, malheureusement, leur boutique maintenant est fermée. Mais ouais, voilà. Ok, ouais, donc gros succès même sur la boutique. Ouais. Dernière question, Dan. Quel conseil tu donnerais à une marque qui n'a pas fait le GP Explorer, qui aurait l'opportunité demain, peut-être un peu comme toi, c'était le cas quand Yvick t'a sollicité ou t'a présenté le projet sans savoir ce que ça allait être, sans savoir ce que ça allait donner. Est-ce que tu aurais un conseil à donner pour une marque qui déciderait de s'adosser à un événement comme ça de la Creator Economy? Pour les gens qui ont à peu près le même poste que moi, je dirais d'être persévérant avec vos CEO ou avec les décideurs budgétaires. Parce que, pour vous raconter un peu, mais je sais que de base, encore une fois, sachant que c'est des budgets qu'on n'investit pas dans notre stratégie média, j'ai dû quand même vraiment convaincre mon PDG d'investir. Après, bon, il a des enfants, ça joue. Il a des enfants, un peu ce qui se passe dans le milieu des créateurs. Donc, il a quand même assez rapidement compris que c'était une belle opportunité. Puis, quand il a vu le résultat du GP2, pour le GP3, même si c'était, comme le disait Victor de Alpine, c'était plus les mêmes montants, c'était plus élevé, ce qui est normal. Il a encore dû réfléchir, mais il faut convaincre parce qu'en fait, les retombées, à part si on fait des bêtises en termes de stratégie média sur place, elles sont que bonnes, quoi. En fait, c'est un événement tellement massif. Il y a tellement de gens en fait qui sont impliqués dessus, tellement de talents, tellement de personnes qui regardent que je vois pas en fait où on peut se louper, quoi. Alors c'est sûr que certaines marques sont plus propices à être partenaires et je pense que nous on avait une place. Voilà, on était quasiment le seul, encore une fois je répète, le seul partenaire textile montage. Mais au contraire peut-être de partenaires qui sont dans la food ou je sais pas, ils sont plusieurs donc il y a une petite concurrence. En tout cas, si vous êtes dans un secteur où vous savez que vous êtes peut-être les seuls, foncez, quoi. Parce que vous allez vous faire une place directe. Ok, très clair. Dan, un grand merci pour ton témoignage. Reste avec nous parce qu'il y aura les questions à la fin. Yes. C'est des questions et on va enchaîner avec notre dernier invité, Jonathan de chez Ubisoft. Bonjour. Bonjour Jonathan. Est-ce que tu m'entends bien? On t'entend bien, oui. Nickel. Parfaitement. Merci d'être avec nous aujourd'hui, d'avoir accepté l'invitation. Comme pour les autres, est-ce que tu peux déjà te présenter, nous en dire un peu plus sur ton périmètre chez Ubisoft? Bien sûr. Donc moi, je m'appelle Jonathan, je travaille chez Ubisoft depuis quasiment 7 ans et je suis senior Creator Strategy Manager. Je travaille dans les équipes Global Publishing et je suis en charge de définir la stratégie d'une partie de nos marques, et en l'occurrence The Crew Motorfest que vous voyez juste derrière, et de collaborer avec nos équipes au global et au local
pour nous assurer la meilleure visibilité de notre titre, en l'occurrence, encore une fois, à l'échelle internationale, mais aussi à l'échelle locale. On intervient sur la partie création de contenu, social media, mais aussi un petit peu de PR. On a un spectre, on va dire, communication assez large. Et ça nous permet aussi de mettre en place un certain nombre de partenariats et d'événements, comme c'est le cas justement pour le GP Explorer de Last Race. Ok, bah justement, est-ce que tu peux nous dire pourquoi vous avez décidé de vous adosser au GP Explorer? Peut-être dire quelques mots pour ceux qui ne connaîtraient pas le jeu en question. Bien sûr. Tu veux faire le lien Je me décale un instant, histoire que vous compreniez rapidement, et je pense que c'est assez évident. The Crew Motorfest, c'est un jeu de racing. Alors, en l'occurrence, vous avez l'opportunité de piloter un certain nombre de véhicules, pas uniquement sur terre, mais également dans les airs et sur les mers. Mais il se trouve que nos joueurs sont plutôt très, très fans de véhicules à 4 roues, principalement. Donc, le parallèle est tout trouvé avec une course de F4, comme c'est le cas du Grand Prix Explorer. Pour l'anecdote, il se trouve que nous aussi, on a participé au GP précédemment, et en l'occurrence à sa 2e édition, pas en tant que partenaire principal, mais on a eu l'occasion d'avoir un stand sur la 2e édition du GP Explorer. Donc c'était l'année de lancement du jeu d'ailleurs, à quelques semaines de son lancement en l'occurrence. Donc c'était un hook parfait pour nous à la fois de gagner en awareness, donc en visibilité, en reach, mais aussi de permettre en fait aux gens de poser les mains sur ce jeu avant sa sortie. Donc, on n'a rien vendu en l'occurrence, si ce n'est l'opportunité pour les gens présents sur place de tester notre jeu en l'occurrence avant un potentiel achat au moment de sa sortie. Donc, sur la 2e édition, c'était déjà une belle opération à l'échelle locale. On a mis en place aussi, et ce qu'on a refait d'ailleurs cette année, une campagne de Twitch Drop. On l'a fait du coup cette année sur la chaîne de Lucas en l'occurrence, et sur les chaînes Twitch d'un certain nombre de créateurs de contenu partenaires historiques de la marque. On a simplement reproduit, vous le voyez normalement à l'écran, la F4, plutôt dans ce sens-là, dans le jeu directement. Donc ça permettait en fait aux gens qui étaient présents sur place de voir le véhicule en vrai, de le tester sur notre stand également, mais aussi pour ceux qui étaient malheureusement pas présents, et ceux dans le monde entier, de pouvoir compete dans notre jeu, puisqu'on a aussi mis en place une compétition, ce qu'on appelle un summit en interne. C'est tout simplement une compétition brandée GP Explorer de Last Race, avec un certain nombre de courses auxquelles vous pouviez participer pour tenter justement de récupérer ce véhicule. Je ne vais pas spoiler les résultats en avance, mais je peux vous dire qu'en tout cas, en termes d'intérêt in-game et même de nombre de personnes acquises à notre cause et de nouveaux joueurs, on a été véritablement bien servi. Ouais, et justement, tu faisais le lien entre le jeu qui est une simulation de course et le fait que ce soit une course. J'imagine aussi que, on le sait, Squeezie, mais un bon nombre des streamers qui étaient pilotes sont des gamers aussi et ont des audiences gaming. C'est peut-être ces audiences-là que vous êtes allé chercher, vous cherchiez à adresser avec ce partenariat. Comment ça s'est déroulé d'un point de vue opérationnel? Est-ce qu'il y a eu des grandes étapes? On a vu les discours précédents. Est-ce que tu as eu à peu près les mêmes étapes entre la volonté de se positionner sur le GP et la mise en œuvre, ou est-ce que ça a été un peu différent justement avec tout ce que tu viens de décrire, la présence in-game, etc. Je dirais que je me retrouvais pas mal dans les mots de notre confrère de chez Alpine notamment. Pour revenir peut-être à la base même, on avait un objectif à la fois d'awareness en France et à l'international, et notamment aux États-Unis. Alors vous allez me dire, c'est assez paradoxal pour un événement qui se veut à la base franco-français ou francophone, c'est vrai. Ce qu'il faut savoir en revanche, c'est qu'aujourd'hui, les coûts de production, ce qu'on appelle les creator fees, donc le montant donné aux créateurs de contenu, notamment aux États-Unis, explosent. C'est le cas aussi en France, bien sûr, mais les chiffres et les budgets aux États-Unis sont absolument colossaux. Je pense, sans trop me tromper, qu'il faudrait investir 2 à 3 fois le budget demandé pour un GP Explorer en France aux États-Unis. On y a vu une opportunité. Un événement international, des équipes, en l'occurrence une équipe américaine, c'était pour nous une opportunité. Donc à la fois de raisonner en France, en Espagne par l'intermédiaire du stream d'eBay, mais aussi et surtout aux États-Unis, à des prix, je dirais, plus compétitifs que s'il avait fallu organiser ça nous-mêmes, évidemment pas, mais s'il avait fallu participer à une opération créée par un influenceur américain aux États-Unis. Donc ça, c'était un point qui est évidemment important et qui entrait à la fois dans nos jeux et dans nos objectifs.
il a fallu convaincre. Ça a été le cas pour nous comme pour les autres partenaires, je le comprends, et je le comprends et ça me rassure un peu au final. Il a fallu convaincre nos équipes du bien fondé de cette opération et on a été convaincant étant donné qu'on a réussi à y participer. Ça a été un challenge malgré tout, de faire comprendre de l'opportunité de driver de l'intérêt de l'awareness dans d'autres territoires que dans celui dans lequel est organisée la course. Mais on a, je pense, on a eu plutôt le nez creux. Au-delà des contenus qui ont été publiés par les talents, on a aussi, je pense, en tout cas on espère, allumé un peu la mèche. Et on l'a vu sur un certain nombre de contenus produits par les talents participants, mais aussi par d'autres talents qui gravitaient. Et je ne parle pas uniquement de Pokémon ou d'Asanavi. Des talents qui se rendent compte en fait du potentiel de production et de la qualité de production qui se fait en France et qui en viennent même à remettre en cause et en question leur propre mode de production et la qualité de leurs propres événements aux États-Unis. Moi, je suis content parce que au final, c'est une victoire d'équipe d'avoir été capable de mettre en évidence aussi cet élément. Et on espère que ça aura des bonnes répercussions sur un marché comme les États-Unis, notamment dans le futur. Ouais, hyper intéressant l'angle international, je ne l'avais pas en tête. Enfin, c'est assez différenciant, je pense, par rapport aux autres positionnements. Et c'est vrai que, oui, comme tu le dis, on a vu après coup plusieurs créateurs qui ont fait même des contenus dans leur stream ou autre en disant ça, des Américains qui disent voilà, mais pourquoi nous on n'arrive pas à faire des dispositifs de cette grandeur-là ou autre. Donc voilà, un gros plus pour la France et bravo à toutes les équipes du GP Explorer, de Bump qui a été cité plusieurs fois et de Squeezie au global pour avoir sorti l'événement de terre. Est-ce que, tu as déjà donné des éléments, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux mentionner pour faire rayonner le partenariat? J'imagine qu'il y a eu de l'organique, il y a eu de l'in-game. Je vais me paraphraser évidemment, mais je pense que c'est important pour nous déjà de mettre le gaming au centre de l'attention. C'est vrai que souvent les marques qui sont citées sont des marques de cosmétiques, des grandes marques de véhicules de sport, etc. Le gaming fait du racing et baigne dans plein d'autres univers. On a cette historique avec le GP Explorer et c'était aussi important pour nous de participer à cette dernière course. Et donc, on a effectivement mis un certain nombre de dispositifs en place. On a eu nos 2 pilotes américains qui ont produit du contenu et qui, d'ailleurs, spoiler alert, ont prévu encore d'en produire dans les jours, dans les semaines à venir. On a un certain nombre de partenaires historiques de la marque qui adorent notre jeu et qui ont streamé, alors que ce n'est pas le type de contenu qui stream d'habitude, ont streamé la course pendant le week-end. On a mis un certain nombre d'éléments en place, notamment d'un point de vue digital. Comme je vous le disais, on a reproduit le véhicule, l'AF4 de nos 2 pilotes dans le jeu, ce qui permettait à la fois aux gens de le récupérer soit via un Twitch drop, donc il fallait regarder le live de Squeezie ou le live de nos créateurs partenaires pendant une période d'1 heure. Donc ça a aussi boosté le streaming, l'Hours Watch de Squeezie. Alors, bien évidemment, de manière assez modérée, mais c'est quand même important à prendre en considération. On avait mis en place un certain nombre d'éléments, notamment sur notre stand sur place, qui, encore une fois, proposait de tester ce fameux summit, cette fameuse compétition in-game à toutes les personnes présentes sur place. Donc, ça nous a permis, encore une fois, de remettre un coup de collier sur l'intérêt, sur le fun apporté par le jeu et sur le fait que IRL et in-game se croisent véritablement. Donc, gros shout-out à toute l'équipe qui a travaillé sur le stand et d'ailleurs sur tout le projet dans son ensemble et au studio Ivory Tower qui est à la baguette sur ce superbe jeu. Et après, on a évidemment invité un certain nombre de créateurs de contenu à participer à l'événement durant le week-end avec la loge. On a envoyé des goodie bags en France et à l'international. On a essayé en fait à la fois de travailler sur l'aspect digital et sur l'aspect physique, en essayant de capitaliser sur nos créateurs, mais on essayait aussi et beaucoup de capitaliser sur l'ADN du GP Explorer, à travers la livrée, à travers le summit, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi en exploitant à fond nos équipes sur place pour créer du contenu sur les réseaux sociaux. Comme le disait Dan tout à l'heure, côté Shot, on avait une équipe qui a vraiment produit un maximum de contenu. En plus du contenu fourni dans le cadre du contrat et fourni par Bump, c'était important pour nous de capitaliser et de créer notre propre storytelling. Et on a des gros fans de F1, notamment dans les équipes d'Ivory Tower. Ça nous a permis de créer des assets qui étaient quasiment des assets de week-end de F1 en réalité. Et vu le niveau de production qu'a mis en place Bump et AMP, notamment sur la partie live stream, c'était important pour nous d'être au même niveau, au diapason en réalité, sur cette qualité de production.
Ouais, donc un enjeu de volume, enfin de réagir à chaud. Enfin, tout à l'heure, on en parlait avec Shot. Mais toi, tu dis aussi un enjeu de qualité pour que les contenus qui sortent de chez vous dénotent pas avec la prod globale de l'événement, quoi. C'est ça? C'est important, mais la qualité ne doit pas se faire au détriment de la proximité avec l'audience. On était évidemment sur un ton assez léger et surtout un ton de fanboy et de fangirl, en fait. Hein. On est des fans de racing en général, on veut que ça transpire et on sait que l'audience qui nous regarde et les gens qui seront demain intéressés par nos jeux s'intéressent aussi à ce type de contenu, de behind the scene, etc. Et j'ai une question qui me vient en t'écoutant là, parce qu'on voit toute la cohérence entre la nature même du jeu et le dispositif, enfin entre le GP Explorer et le jeu de simulation. Est-ce que du coup ça veut dire que pour, en tant qu'Ubisoft, vous adosser à un événement de ce type, il faut forcément qu'il y ait cette cohérence-là, ou est-ce que demain, un autre événement de la Creator Economy, enfin vous pourriez vous positionner pour augmenter la notoriété d'un jeu, même si il n'y a pas un lien aussi fort que course automobile et donc jeu de simulation de course, quoi. Oui, parce qu'en réalité, je pense que le jeu vidéo, même de manière générale, il transpire dans plein de types d'univers différents. Hein. On peut faire de la food, on peut faire de la mode, on peut faire du voyage. Enfin, à la base, notre jeu, en fait, vous êtes un pilote et vous roulez dans les rues et vous repartez en fait les différents biomes d'une île inspirée d'Hawaï. Donc, autant te dire que sur le côté paradisiaque, le côté travel, on y est largement. Hein. Donc, si on avait voulu faire du travel, par exemple, on aurait pu complètement s'inspirer de ces univers-là, ce qu'on a d'ailleurs fait, mais plus au lancement de notre jeu. Donc, on peut s'inspirer de plein d'univers différents. En revanche, le parallèle avec le jeu et la cohérence d'ADN et de storytelling doit être assez évidente. Sinon, on perd le fil, entre guillemets, le fil narratif. Oui, c'est logique. Jonathan, dernière question pour finir. Est-ce que toi aussi, tu aurais un conseil à donner à une marque ou à un père, comme tu dis, qui souhaiterait se lancer ou hésiterait à s'adosser à des créateurs, un événement de ce type? Je dirais que je ne vais déjà pas paraphraser ou répéter ce que les autres ont dit, puisque je suis plutôt aligné avec ces éléments-là. Je pense que c'est aussi surtout une aventure humaine et un travail d'équipe. Il ne faut clairement pas compter ses heures. On a été relativement nombreux à travailler dessus et très longtemps. Ce qui est génial et ce que j'ai beaucoup apprécié avec notre collaboration, sur notre collaboration avec Bump et avec Lucas, enfin Squeezie, c'est qu'ils ont été capables de sortir du scope même du partenariat en nous offrant justement accès à la campagne de drop et à ce genre de choses. Si vous êtes convaincu du potentiel de cet événement, foncez et proposez des idées à votre management et faites en sorte d'être un fin négociateur, une fine négociatrice auprès des organisateurs. Parfois, ça ne passera pas forcément, mais c'est important qu'ils comprennent en fait que l'intérêt est double, à la fois pour l'organisateur et pour nous. En fait, on voulait à la fois faire la promotion de notre jeu et promouvoir l'événement. Promouvoir l'événement fait la promotion de notre jeu. Donc, en fait, c'est tout bénéf dans tous les cas. Donc, il y a à la fois un travail d'équipe et un travail aussi, je dirais, de leadership ou de négociation qui est nécessaire pour ne pas se contenter de la base du partenariat. Tous les organisateurs, encore une fois, ne seront pas forcément aussi enclins à le faire. Et encore une fois, je remercie les équipes de Bump qui sont peut-être présentes ici aujourd'hui. Je pense qu'il faut oser, être capable d'oser et proposer des choses un peu différentes. Think out of the box, entre guillemets. Super. Merci beaucoup, Jonathan, pour ton témoignage et pour tous ces éléments. Tu étais le dernier invité, donc reste avec nous. On va se retrouver tous pour répondre aux éventuelles questions qu'il y a pu avoir pendant le live. Ravi de vous retrouver. Alors, on a quelques questions. La première, elle est pour Dan. Est-ce qu'il y a un après-GP pour Shot? Avez-vous réussi à mesurer la visibilité de toutes les vestes sur l'ensemble de l'événement et après? Alors, ouais, c'est une bonne question. Le bomber qu'on a mis en vente là-bas et qu'on a poussé notamment auprès des pilotes, bon, de toute façon, c'est déjà un de nos best-sellers depuis pas mal de temps. C'est un blouson de tendance qui est très revenu dans la mode récemment. Mais en fait, ça va se mesurer sur les prochains mois. Ça va être un peu compliqué. C'est quand même pas sur l'événement, évidemment, ça provoquait un achat compulsif de la part des fans parce qu'ils veulent repartir avec un souvenir. Après, je pense que c'est quand même lié aussi au fait que les gens vont beaucoup le voir, notamment dans les vlogs qui récapent le GP. Et nous, commercialement aussi, c'est un atout, évidemment, puisque
tu présentes ça à tous tes retailers en montrant que tu as été partenaire du plus bel événement digital de l'année, peut-être en France, ça suffit à prendre ce produit parce qu'ils se disent ah, s'ils ont beaucoup poussé ce produit là-bas, moi aussi, il faut que j'en ai en boutique. Donc, ça se mesure sur de moyen, long terme. Mais les ventes sur ce produit sont déjà très bonnes. Voilà. Mais ce que je peux le dire par contre, c'est qu'on a mesuré sur notre site un pic de trafic que, évidemment, les samedis et dimanches lors de nos DP. Je pense que ça peut aussi se mesurer chez d'autres partenaires. Ok, ouais, donc un impact court terme et un impact plutôt moyen long terme. Jonathan, on pourrait te poser la même question. En fait, c'est quoi l'après GP Explorer? Je ne sais pas si tu as des éléments à partager à ce niveau-là. C'est une bonne question. Je suis plutôt aligné avec Dan. On va évidemment mesurer et continuer à mesurer l'impact court et moyen terme de cet événement. On a encore, comme je le disais tout à l'heure, un certain nombre de contenus qui sont prévus par nos pilotes en l'occurrence. Les vlogs, on le sait, mettent un certain temps à venir. Les plus acharnés ont déjà réussi à reshot et à publier les leurs et d'autres prennent un petit peu plus de temps. Donc, on est évidemment patient sur le sujet et on compile un maximum de données à l'heure actuelle de notre côté pour aussi prouver à nos équipes et à notre management du bien fondé de cette opération. Ce que je peux dire aussi de mon côté, c'est qu'on a déjà aussi senti l'impact de notre côté. Ce que je peux dire à l'heure actuelle, c'est qu'on a effectivement eu un pic et on va dire une augmentation d'acquisition du nombre de nouveaux joueurs suite à cette opération, ce qui est déjà une très bonne chose. Ça contraint quand même les gens à acheter le jeu, donc ça prouve aussi que ce type d'action de sponsoring est bénéfique. Et ce que je peux également dire, c'est que le Summit, donc cette mini-compétition dans le jeu, est la deuxième de tous les Summits publiés dans notre jeu, donc ça fait maintenant plus de 2 ans que le jeu est sorti. C'est le deuxième Summit auquel les joueurs ont le plus joué depuis l'existence du jeu. Et également, c'est aussi le Summit qui a le taux de complétion, donc de la première à la dernière course, le plus important depuis la sortie du jeu, ou du moins l'un des plus importants depuis la sortie du jeu. Donc c'est hyper gratifiant, sachant qu'en plus on est sur une audience internationale, on a du public français, mais on a aussi du public américain. Donc à nouveau, ça justifie, ça prouve le bien fondé en fait de la volonté de faire cette opération, qui a été un succès pour nous du début à la fin. Ok, des bons résultats pour tout le monde grâce à des audiences hyper engagées. Jonathan, Dan et Clément aussi, merci à vous trois pour vos partages d'expérience, d'avoir été avec nous aujourd'hui. On remercie aussi Victor qui n'a pas pu être présent, mais qui était d'une certaine manière. Merci à tous d'avoir regardé et suivi ce live. Le replay sera disponible sur YouTube notamment. Et à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci. Merci beaucoup. Merci.